tout d'abord d'ailleurs. Merci Madame Laville, pardon. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être levés après la soirée d'hier soir, qui peut-être pour quelques-uns s'est un peu prolongée. Donc ce matin, dans cette table ronde, nous allons nous intéresser aux nouveaux médicaments de l'obésité. Vous savez que c'est un sujet hautement discuté. En tout cas, il y a de grandes innovations qui ont été réalisées dans ce domaine ces dernières années et ces derniers mois. Donc ça va être l'occasion de faire le point, de discuter des résultats des essais les plus récents, de mettre en lumière par ailleurs les risques médicamenteux qui sont éventuellement associés, et aussi le problème, vous le savez, du mésusage de ce médicament ou de ces médicaments qui se répandent sur les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis enfin, Madame le professeur Laville a accepté de venir intervenir dans cette session pour nous dresser de manière un peu plus globale encore quels sont aujourd'hui les moyens de la prise en charge de l'obésité, à la fois médicamenteux et non médicamenteux. Voilà, alors sans tarder, on va débuter par l'intervention du professeur Stéphane Mouly, qui va nous dresser finalement le portrait de ces nouveaux traitements, en illustrant ses propos des résultats des principaux essais thérapeutiques qui ont été publiés ces 2 dernières années ou ces derniers mois. Stéphane, à toi. Non. Celui-là marche. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Donc, comme ça a été dit, vous avez très bien fait de venir, parce qu'on est moins nombreux que ce que j'aurais pensé, mais c'est un sujet d'actualité. Je suis persuadé que si on refait le même sujet l'année prochaine, on aura d'autres choses nouvelles à dire. Et c'est un domaine très évolutif, donc je vais vous faire le point de vue du pharmacothérapeute. Je ne parlerai pas de l'utilisation en pratique clinique que Martine développera, et Jean-Luc développera toute la partie pharmacovigilance et effets indésirables. Je vous ai fait figurer, comme c'est de rigueur, ma diapositive de lien d'intérêt, mais je n'ai aucun lien d'intérêt avec tous les médicaments et avec ce domaine dont je vais parler. Donc ce n'est pas un scoop, l'obésité est une maladie grave qui est associée à de très nombreuses complications, et ces complications sont, pour un certain nombre d'entre elles, celles qui figurent notamment en haut de la diapositive et à gauche, plus fréquentes chez les patients obèses, ce d'autant plus qu'on est diabétique, que dans la population générale. C'est une maladie qui affecte la mortalité, et cette mortalité est proportionnelle, voire exponentielle, évolue de manière exponentielle avec l'indice de masse corporelle. C'est une maladie systémique, ça aussi, ce n'est pas un scoop, puisqu'elle atteint différents systèmes, différents organes et différentes fonctions, de manière simultanée ou successive. Et comme vous allez le voir, les mesures hygiéno-diététiques sont assez peu efficaces, malheureusement. C'est une maladie qui est potentiellement, au moins en partie, curable, et on sait aujourd'hui, par exemple, que si on perd entre 3 et 10 ou 15 kilos, on réduit la mortalité, la morbidité cardiovasculaire et un certain nombre de dérèglements hormonaux, de dérèglements respiratoires, de dérèglements cardiovasculaires. Alors cette figure vous montre l'efficacité par rapport à un groupe contrôle de l'obésité, du bypass et de la sleeve. On va y revenir également, mais ces chirurgies ne sont pas destinées à tous les patients. Alors ce qui a fait évoluer la prise en charge thérapeutique de l'obésité, c'est notre compréhension de sa physiopathologie. Sa physiopathologie est extrêmement complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça vous montre la capacité que nous avons eue à multiplier les cibles thérapeutiques et à ne plus s'intéresser uniquement qu'à la dépense énergétique et au système sympathique, mais également à tous les phénomènes neuro-humoraux, neuro-hormonaux
qui ont lieu au niveau du système nerveux central et notamment autour du troisième ventricule, mais également au niveau du tube digestif et au niveau de la régulation de la masse grasse pour développer un certain nombre de cibles thérapeutiques dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi la perte de poids, et cette diapositive est très intéressante, pourquoi les mesures hygiéno-diététiques ne fonctionnent pas? D'abord parce qu'on s'est rendu compte que finalement, au mieux, 50% atteignaient à 1 an une perte de poids de 5%, ce qui est insuffisant pour traiter l'obésité morbide, que très peu de patients, 20% des patients maintiennent cette perte de poids à 5 ans, aux alentours de 10%. Vous verrez que ce n'est pas du tout le cas avec les nouveaux traitements de l'obésité et que tout se passe comme si, en gros, il ne faut pas grossir. Parce que si vous grossissez, en fait, l'organisme s'adapte à votre poids maximum comme si c'était votre nouvel équilibre. Donc vous pouvez maigrir. Si on passe un peu trop de temps avec un poids supérieur au poids idéal théorique, entre guillemets, eh bien, l'organisme, d'un point de vue neuro-hormonal, va s'adapter pour récupérer ce poids qui, malgré tout, est excédentaire. Alors le bypass, la chirurgie bariatrique, vous avez ici les 5 techniques les plus courantes. Et aujourd'hui en France, c'est la sleeve gastrectomie qui est le plus couramment pratiquée parce que la roue en Y bypass est réservée à des obésités morbides très importantes, souvent des IMC supérieurs à 40, avec des facteurs de risque, voire des comorbidités déjà développées. Eh bien, ces chirurgies bariatriques n'ont pas toutes la même efficacité, même si elles restent très efficaces. Vous voyez le pourcentage moyen de perte de poids après un bypass. Elles ont une mortalité qui reste à considérer et elles sont réservées à des patients particuliers avec des grandes obésités morbides et contre-indiquées dans un certain nombre de troubles mentaux, de troubles de comportement alimentaire. J'ai oublié de vous mentionner au début du topo que je ne parlerai pas des obésités génétiques qui sont exceptionnelles, mais des obésités morbides qui vont nous concerner, nous en tant que praticiens prescripteurs, dans la majorité de nos situations. Alors il y a de très nombreuses tentatives de traitement de l'obésité qui ont ciblé évidemment la dépense énergétique de repos et le système adrénergique, noradrénergique. Personne n'a oublié le Mediator, personne n'a oublié l'isoméride, personne n'a oublié, même si ça a été un mort-né, comme on dit en pharmacothérapeutique, le Rimonabant, qui était un espoir pour son développeur et un espoir pour les patients, mais qui est grévé d'un risque suicidaire et de dépression majeure, ce qui fait qu'il n'a pas été commercialisé ou de manière extrêmement brève, notamment aux États-Unis. Personne n'a oublié non plus cet inhibiteur de la lipase intestinale qui est efficace, comme vous le voyez, mais dont l'efficacité ne se maintient pas sur le long terme et qui est également grévé de très nombreux effets secondaires qui seront sûrement rapportés ou explicités par Jean-Luc dans sa présentation, pour arriver aux peptides intestinaux et à la modulation de ces peptides intestinaux, les fameux analogues du GLP-1 avec en tête desquels, actuellement, le sémaglutide ou Wegovy, précédé par le liraglutide. Et vous allez voir dans les études que je vais vous présenter brièvement, c'est rare que dans une même classe pharmacologique, on ait ce type de différence d'efficacité. Donc c'est suffisamment rare pour le souligner. Alors les analogues du GLP-1 ont un avantage, c'est qu'ils agissent à plusieurs niveaux, au niveau du système digestif, au niveau de la régulation hépatique du glucose et au niveau cérébral, entre autres. La perte de poids, pour ce qui est du sémaglutide, dont je vais détailler le développement, est confirmée. Elle est de 12,5% par rapport au placebo. Il y a un petit peu plus, mais il y a un effet placebo qui est environ de 20%. Sous placebo, on perd 3 ou 3,5% de son poids corporel. Ça, c'est l'étude Step 1. L'étude Step 5 montre que cette perte de poids se poursuit à long terme. Donc, c'est une étude qui est menée à 2 ans. La plupart des études sont menées à 1 an, 48, 52 semaines. D'autres études dans le développement clinique de sémaglutide ont confirmé que cette efficacité était dose dépendante et qu'elle était maintenue chez le diabétique.
Et ce qui est intéressant, c'est l'une des dernières études, c'est que ça confirme que l'obésité, comme je vous l'ai dit en introduction, est une maladie chronique, systémique chronique, et que si vous arrêtez le sémaglutide, eh bien la prise de poids repart à la hausse. Donc c'est un traitement à long terme, et c'est tout l'intérêt de la présentation qui va vous être développée tout à l'heure, c'est la tolérance et les événements indésirables pour ces traitements à long terme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par rapport au liraglutide, eh bien, le sémaglutide à la dose cible maximale théorique marche mieux, 2 fois mieux en termes de perte de poids. 2 à 3 fois plus de patients sont aux objectifs à 1 an de cette perte de poids quand l'objectif est aux alentours de 10%. Évidemment, plus vous augmentez l'objectif, moins vous avez de patients aux objectifs, mais on a même à 20% de perte de poids, on a plus d'un tiers des malades qui atteignent cet objectif de 20% de perte de poids. Et si vous vous souvenez les diapos précédentes, on n'est pas très loin finalement du pourcentage de perte de poids observé au cours des bypass. Je ne m'attarde pas sur ces phénomènes de tolérance et d'événements indésirables. Vous verrez comme dans tous les analogues du GLP-1, les troubles digestifs sont majoritairement présents chez les patients, mais il y a 2 fois moins d'arrêts de traitement sous sémaglutide que sous liraglutide, alors qu'il est 2 à 3 fois plus efficace. Et puis, et c'est là que les pouvoirs publics vont avoir des difficultés à ne pas rembourser ce traitement, on arrive à l'étape que nous attendions tous, le pourcentage de perte de poids, le nombre de patients aux objectifs, c'est bien, mais dans tous les essais thérapeutiques, dans le domaine cardiovasculaire au sens très large, ce qui nous intéresse, ce sont les MACE, les événements cardiovasculaires et cardiométaboliques majeurs. Et cette étude, l'étude SELECT, qui est très récente, confirme une réduction relative de 20% de la survenue du nombre d'événements cardiovasculaires sous sémaglutide. Donc là, on est sur un bénéfice clinique démontré qui va au-delà du bénéfice chiffré en termes de perte de poids ou de patients aux objectifs. Donc, le Wegovy a l'AMM, il a l'AMM pour des patients à plus de 30 kg par mètre carré d'IMC ou 27 avec des comorbidités. Il n'est pour l'instant pas remboursé. La seule façon d'en avoir avec une prise en charge par le laboratoire et à l'hôpital, c'est d'avoir une obésité morbide très importante avec des comorbidités. Il y a actuellement une dizaine de milliers de patients inclus en France. Je rappelle que ce sont des injections hebdomadaires et qu'il faut observer un incrément de dose très progressif en raison de la tolérance digestive. Il y a évidemment quelques questions auxquelles on ne répond pas, comme l'effet sur l'arthrose, mais il y a des publications qui sortent, et on a discuté avec Mathieu d'une publication très récente sur les agonistes GLP-1 et la maladie de Parkinson chez les diabétiques. Donc c'est un développement, c'est pour ça que je vous dis, si vous revenez l'année prochaine, j'espère qu'on sera plus nombreux, et on aura sûrement d'autres choses à développer. Alors c'est une injection sous-cutanée, donc l'un des développements cliniques présents et à venir, c'est le développement d'une forme orale, orforglipron, agoniste GLP-1, qui se prend par voie orale de manière quotidienne, c'est un agoniste non peptidique, à une dose qui est à peu près 10 à 20 fois plus élevée que le sémaglutide pour obtenir une efficacité similaire, comme le montre ce travail, cette étude de phase 2 avec des patients dont le profil est identique à ceux du sémaglutide. Vous avez un effet dose quasi proportionnel jusqu'à 24 mg et puis à 45 mg, on arrive à une saturation de l'efficacité. Là encore, le pourcentage de patients aux objectifs reste très élevé quand les objectifs sont classiques, on va dire, parce que même 10% du poids corporel, ça reste un objectif ambitieux. Et puis évidemment, quand on a une cible de 15 voire 20% du poids corporel, on a moins de patients qui atteignent cet objectif sur les 52 semaines de traitement ou les 36 semaines de traitement, mais on en a quand même, et c'est une petite révolution. Alors quel est l'avenir? Et je vais terminer ce topo avec quelques diapos sur l'avenir du développement. Vous avez vu la complexité de la physiopathologie.
Vous avez vu qu'on a toute une série de cibles neuro-humorales que l'on peut exploiter pour traiter l'obésité morbide. Eh bien, c'est chose faite. Un premier développement actuellement en fin de phase 2 qui va démarrer une phase 3 en injection hebdomadaire, le tirzépatide qui est un double agoniste GLP-1 et d'un polypeptide insulinotropique dépendant du glucose, qui marche, vous allez le voir, donc au moins aussi bien que le sémaglutide et qui, sur la perte de poids, sur la circonférence abdominale, avec un effet dose, là encore, avec un certain nombre de patients non négligeables aux objectifs, qu'il s'agisse de moins 10, moins 15, même moins 20% de poids corporel et une réduction statistiquement significative de l'hémoglobine glyquée, donc qui fonctionne chez le diabétique ou chez le patient avec syndrome métabolique. Ce qui est intéressant, mais ce n'est pas la dose maximale de sémaglutide. Lorsque vous comparez le tirzépatide à sémaglutide 1 mg, donc la moitié de la dose maximale théoriquement que l'on peut prescrire de sémaglutide, eh bien le tirzépatide marche un peu mieux en termes de réduction de poids corporel et en termes de réduction d'hémoglobine glyquée. Il marche également sur certains des paramètres du syndrome métabolique, donc il a une action hépato-métabolique directe, comme le montre cette diapositive. J'aime bien cette slide et ce graphe parce que ça vous montre, ça vous positionne en résumé sur les développements actuels et le futur proche. Et je vais vous parler du futur un tout petit peu moins proche, mais pas si lointain que ça. Ça vous positionne l'ensemble des stratégies thérapeutiques et de mesures hygiéno-diététiques par rapport à la chirurgie bariatrique, et ça c'est la roue en Y bypass, et vous voyez, le sémaglutide est ici, le tirzépatide est ici, le sémaglutide 1 mg est à peu près ici, sur 1 an et demi, quasiment 1 an et demi, on a une baisse de poids moyenne de 12% par rapport au placebo, et de 10% par rapport aux mesures hygiéno-diététique et à l'exercice physique seul, donc significative et bien supérieure à ce qu'on n'a jamais obtenu avec un traitement de l'obésité. L'avenir, c'est le triple agoniste, c'est-à-dire que non seulement on joue avec le GLP-1, on joue avec ce peptide insulinotropique dépendant du glucose, mais également avec les récepteurs au glucagon. Voici là encore cette étude de phase 2 avec des patients qui avaient un profil à peu près similaire à ceux des études des médicaments précédents. C'est une injection hebdomadaire, posologie de 1 à 12 mg, 35 à 50% avec comorbidité, donc ce sont des patients sévères, et ça fonctionne de manière là encore dose dépendante. Sur une étude menée sur à peu près 18 mois, on a une efficacité similaire, quel que soit l'IMC de départ, et une efficacité similaire chez la femme comme chez l'homme, et évidemment des pourcentages de patients aux objectifs en fonction des objectifs qui sont très importants, qui se réduisent au fur et à mesure que l'objectif est élevé, mais qui restent très importants. Donc en conclusion, vous voyez sur cette première diapo de conclusion l'évolution des thérapeutiques de l'obésité morbide. On est de plus en plus à droite de la courbe d'identité, c'est-à-dire de la courbe de perte de poids, à droite du zéro étant pas de perte de poids. On a commencé par l'exercice physique et la diététique, l'intervention endoscopique, c'est-à-dire la plus facile des chirurgies bariatrique, entre guillemets, c'est pas une vraie chirurgie, c'est l'anneau gastrique ou le ballonnet. Et puis, la chirurgie bariatrique, qui est celle qui met quasiment tous les malades à moins 25, moins 30%. Et puis, les mesures thérapeutiques médicamenteuses qui sont de plus en plus efficaces au fur et à mesure de leur développement. Les analogues des peptides intestinaux, et c'est le message, sont très prometteurs dans le traitement de l'obésité. Leur efficacité est supérieure à tout ce qui a été développé jusqu'à présent, avec une toxicité et une tolérance qui va vous être détaillée.
Le vrai challenge, le vrai défi, il est pour les pouvoirs publics. Je ne vois pas comment on pourrait continuer à ne pas rembourser ces produits. Il va falloir bien en limiter, en mesurer les indications et informer les prescripteurs, s'attendre ou anticiper des déviances qui sont déjà, comme le disait notre président, qui sont déjà existantes, des gens qui par tous les moyens se procurent du Wegovy avant d'aller à la plage l'été. La problématique d'accès au traitement pour des raisons évidentes de conditions socio-économiques et socio-éducatives des patients obèses morbides qui ont souvent un niveau socio-économique et socio-éducatif inférieur à ceux des patients non obèses. Donc il y a toute une culture pharmaceutique et médicale à développer et la nécessité, mais on va pouvoir le faire, d'une approche personnalisée du traitement de l'obésité morbide. Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. On va faire les questions à la fin, on fait les interventions. Donc là, vous avez eu le point de vue du professeur de thérapeutique. Maintenant, on va passer au point de vue du pharmacologue. On a une maladie chronique, un traitement chronique, des effets indésirables chroniques. Donc, quelle balance bénéfice-risque? Quels sont les avantages et les risques de ces traitements? Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui avec le recul que l'on a, qui n'est pas encore suffisant, sachant qu'on va avoir des patients qui vont partir pour peut-être des années, voire des dizaines d'années, puisqu'on a bien compris, merci Stéphane, que si on arrêtait, ça repartait et qu'on revenait à son poids initial quasiment, parce qu'on veut retrouver l'équilibre, du moins, c'est ce qu'on sait aujourd'hui. À toi, Jean-Luc.